Bonjour à tous. En préambule, je tiens à remercier We Are Museum de m'avoir proposé d'intervenir durant cette rencontre. J'ai un grand plaisir d'être avec vous. À la demande de nos collègues polonais, je vais essayer de parler lentement pour que la traduction puisse me suivre. Ça, c'est la zapette. Next. Bon, donc je suis Agnès Parent, directrice des publics au Muséum national d'histoire naturelle de France, dont certains sites se situent en partie à Paris, mais pas que. Et je vais vous présenter l'état de notre réflexion sur l'expérience de visite à travers quelques exemples choisis, si on arrive à voir l'image. Ah, yes, parfait, merci. Mais pour commencer et pour présenter le contexte, je vous propose de visionner cette courte vidéo de présentation de notre institution. Alors désolé, tout à l'heure ça marchait parfait avec l'image et le son. Là nous n'avons que le son qui ne dit pas grand-chose sur l'institution, mais c'est pas grave, on va passer à la diapositive suivante où j'avais prévu. J'espère. Okay, next. Donc très rapidement, donc, le muséum c'est 5 missions interreliées, une mission de conservation des collections, une mission de recherche, nous avons 500 chercheurs à peu près au Muséum national d'histoire naturelle, une mission d'expertise et une mission évidemment de diffusion des connaissances et évidemment une mission d'éducation, c'est-à-dire que nous avons également des masters et des étudiants sur nos différents sites. Alors le muséum, c'est également un grand ensemble des musées, des jardins et des eaux. Principalement donc, sur le site du jardin des plantes où se trouvent les galeries, un petit zoo et un très grand jardin. Mais également, le muséum comprend le parc zoologique de Paris, qui est juste à côté donc, de Paris, et le musée de l'homme, Museum of Mankind, que nous avons réouvert en 2015. Et puis également d'autres sites un peu répartis partout en France. Et donc, on a à peu près 15 000 mètres carrés de surface d'exposition permanente, à peu près 8 millions de visiteurs et 2 à 4 grandes expositions sur nos différents sites. Et puis évidemment, des événements dans les eaux, dans les jardins. Donc, dommage pour la bande-annonce qui était très jolie, que j'aurais bien aimé vous présenter, mais on va passer. Alors, à travers donc, ces différents sites, le muséum a une longue histoire de réflexion sur les pratiques de visite, avec pour ambition de créer des passerelles entre les visiteurs, les collections et les savoirs, de jouer notre mission de diffusion des connaissances auprès du plus grand nombre. Nous avons expérimenté très tôt la mise en place de supports de médiation novateurs pour leur époque. Donc là, vous avez quelques exemples, je ne vais pas les détailler. Et nous sommes toujours un très bon terrain d'étude pour les chercheurs en muséologie, avec lesquels nous travaillons de manière régulière, justement pour faire évoluer nos pratiques. Donc sur les images que je vous ai montrées et qu'on voit actuellement, on peut voir quelques exemples de contextes et de supports de médiation très variés, avec une relation aux collections très large. Maintenant, quel bilan effectuer de tout cela? Quels sont les axes stratégiques à bâtir à partir de toutes ces expériences? Excusez-moi, je suis un peu trop haut. Comme le dit très humblement Jean-Hubert Martin, à l'occasion de sa formidable exposition qui a lieu au Grand Palais, Carambolage, le projet du commissaire, que l'on pourrait élargir au projet du musée, n'est qu'une proposition.
nous, musées, nous ne faisons que des propositions. L'expérience de visite serait réussie, si elle est réussie, serait alors la résultante d'une vraie rencontre entre une proposition et le visiteur. Ou dit autrement, une sorte de relation différée entre un musée qui imagine son public, ses actions, et des visiteurs, dans toute leur diversité, qui, eux, essaient de les décoder. Je reprends là un concept de Joëlle Lemarec, qui est une chercheuse en muséologie, pour expliciter que l'expérience de visite, plus ou moins heureuse, résiderait au carrefour de cette rencontre décalée. Maintenant, comment favoriser cette rencontre? Comment faire face à la diversité de nos visiteurs et à leurs attentes qui évoluent et de fait nous obligent, nous, musées, à évoluer, à penser autrement notre public et également peut-être notre rôle dans la société. Donc, je vais vous présenter à travers quelques exemples les 3 axes prioritaires que nous développons, nous, au Muséum. Le premier axe est de chercher à s'adresser aux visiteurs dans son intégrité pour une appropriation intellectuelle, mais également physique et émotionnelle. Ici, quelques exemples tirés de l'exposition Météorite, actuellement à la Grande Galerie de l'Évolution, où l'on peut toucher, sentir, peser les météorites, au même titre que l'on peut en admirer la diversité ou en comprendre l'histoire. Le visiteur peut même poursuivre son exploration à travers des ateliers qui sont intégrés à l'exposition, gratuits, intégrés au prix du billet, et c'est les 3 diapositives du bas. Cet enrichissement du parcours par l'usage des sens doit beaucoup à la réflexion sur l'élaboration de supports pour un public porteur de handicap. L'accessibilité intégrée, c'est-à-dire intégrée au parcours de visite, plutôt qu'une contrainte, est à envisager comme un enrichissement de l'expérience de visite. Le musée se conçoit alors comme un espace pour tous, un lieu ouvert sur notre diversité. Ici, vous avez quelques exemples de supports dits accessibles que nous avons intégrés au parcours de visite de la Galerie de l'Homme, que nous avons réouvert en 2015, qui sont utilisables et utilisés par tous. Ces supports ont été co-conçus avec des personnes malvoyantes et aveugles afin de garantir leur qualité et leur efficacité. Utiliser les sens, mais également le corps. Le visiteur vient avec son corps dans l'expo pour appréhender physiquement, par exemple, le temps long, c'est la diapositive de droite, pour transformer son visage en néandertalien, pour mieux comprendre le lien entre nos 2 espèces, le dispositif de gauche, ou également pour tirer la langue, on tire physiquement une langue, pour écouter la richesse, justement, la diversité des langues parlées dans le monde, ou encore comprendre notre unité et notre diversité en utilisant son corps, dispositif qui est à votre gauche. Donc il est amusant d'ailleurs de voir comment ces dispositifs, souvent pensés pour un public jeune, sont utilisés aujourd'hui par une plus grande variété de visiteurs. Ce n'est pas une scène cocasse qui n'a lieu qu'une fois dans le musée. Enfin, on peut développer des expériences physiques et émotionnelles aujourd'hui par le biais de dispositifs très immersifs. Ici, l'exemple de réalité virtuelle, Voyage au cœur de l'évolution, qui est proposé depuis peu à la Grande Galerie de l'Évolution et qui vient de recevoir le grand prix du jury du Laval Virtual. Alors, peut-être la vidéo a marché, je ne sais pas. On essaye? Yes. Journey into the fascinating world of the living, thanks to a unique, innovative experience in virtual reality. Discover a system of classification that gives humankind a place among fellow species. A place determined by scientific criteria. Get up close to Luca, the common ancestor to all species, dating back 3.5 billion years. Try it yourself. Choose what you'd like to explore.
through a one-of-a-kind selection, meet 460 species. Some you already know, and others you never dreamed existed. Relationships between species are not always what they seem. Think, are you more closely related to a tree or a mushroom? Discover species like you've never seen them before in 3D. Alors, c'est une expérience de 20 minutes qui est proposée, pour laquelle un important travail sur le scénario, le design graphique et le design sonore a permis de produire un environnement plutôt bienveillant, apaisant, invitant l'utilisateur à s'abandonner afin de vivre, ressentir, éprouver l'expérience. Ce dispositif me permet étrangement de faire la transition avec notre deuxième axe, qui est de favoriser l'expérience collective. Je continue. Je suis généralement assez mitigée par les dispositifs isolant les visiteurs et qui peuvent paraître sans lien avec les collections présentées. Or, il est intéressant de constater à quel point, après cette courte présentation, cette courte expérience, les visiteurs échangent sur leur expérience individuelle. On va d'ailleurs mener une étude pour essayer de mieux cerner le lien que les visiteurs qui utilisent ce dispositif font avec les collections et justement ce qu'apporte ce nouveau dispositif dans le parcours de visite. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus, mais ça va avancer. C'est pas grave. Donc, je vais avancer. Super. Donc, pour revenir à notre deuxième axe, favoriser les échanges, c'est selon moi d'abord une histoire d'ergonomie, pouvoir s'asseoir à plusieurs, faire ensemble, regarder ensemble. On regardera ensemble bientôt. Puis une histoire de scénario, jouer ensemble, partager une expérience. Les phénomènes de coéducation ont été étudiés depuis longtemps, mais au-delà, l'expérience partagée est reconnue vraiment comme un déclencheur d'appropriation. Plus généralement, c'est affirmer le musée comme un espace social. Je crois que ce matin, il y a eu beaucoup d'échanges sur ce sujet. Alors, je vais peut-être passer du coup. Alors, par contre, j'ai besoin des images, ça devient difficile. Je voulais vous présenter deux expériences qui sont récentes, qu'on trouve spécialement réussies. Je ne vais pas montrer les vidéos, ça a l'air trop compliqué, donc je vais vous montrer que les images fixes. Ah, voilà, super. Donc, le musée comme un environnement social. Donc, voici les images que je voulais vous montrer dans différents contextes. Là, une exposition sur Ours qui a eu lieu à la Grande Galerie de l'Évolution. Là, un travail dans la Galerie des enfants, où évidemment, on a spécialement fait attention à favoriser les phénomènes de coéducation et d'échange entre les visiteurs, puisqu'il s'agissait de créer un lien au sein du groupe familial ou un lien entre les adultes et les enfants, et non pas de s'adresser uniquement aux enfants. Donc un exemple au Musée de l'Homme, bien sûr, puisqu'en plus nous avons toute une section qui parle du vivre ensemble. Il aurait été étrange de faire un musée qui isole les visiteurs. Ah oui, alors les expériences que je voulais vous montrer, donc c'est l'exposition Météorite dont je vous ai parlé et qui propose une pause de 10 minutes pour un spectacle collectif immersif. On propose déjà aux visiteurs, comme vous pouvez le voir, de s'installer dans une position peu commune au musée qui symboliquement prépare au voyage et explicite la proposition. Et il est amusant de voir combien nombre de visiteurs, dans cette position qui est très 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 riche, regardent pourtant 2 fois, bien assis, ce court film qu'il leur est proposé. Plus il est au milieu de la visite, ça fait une pause, on s'assoit et après on repart. Donc on va laisser tomber la vidéo, sinon je vais être vraiment en retard, pour vous présenter directement un autre exemple que nous avons mis en place dans l'exposition Nous et les autres, des préjugés au racisme, qui a été présenté au Musée de l'Homme en 2017. C'était un très bon terrain d'expérimentation sur l'expérience de visite. Dès l'entrée,
Il s'agissait de montrer à chaque visiteur, dans le cadre d'une expérience collective, comment chacun d'entre nous élabore des catégories et comment, lorsque l'on commence à hiérarchiser ces catégories, une nouvelle phase se met en place qui s'appelle l'essentialisation qui mène au racisme. Donc dès le départ, le projet a été pensé en termes de muséographie selon un précepte élaboré par Annette Viel, muséologue canadienne. Comment passer de l'expérience à la connaissance, puis au sens. C'est une exposition d'idées, mais faisant jouer aux quelques objets présents un rôle fondamental d'ancrage dans le réel. Ça, c'est aussi vraiment important pour nous, musée de collection, que les objets jouent ce rôle fondamental d'ancrage dans le réel. Et cette exposition a eu un fort succès et a drainé un public plus jeune qu'habituellement. Et aujourd'hui, on continue à recevoir de nombreuses demandes pour faire itinérer cette exposition qui s'attache à décortiquer un phénomène malheureusement international. Donc c'est une exposition qui va être présentée au Canada, au Chili, etc. Je pense qu'on va laisser tomber. La vidéo, ça ne va pas marcher, on laisse tomber. Hein. Hop, on laisse tomber. C'est dommage, mais si vous voulez, on pourra vous les montrer en petits groupes. Brièvement, je vais vous présenter le troisième axe, car il rentre moins dans la problématique d'aujourd'hui, mais reste fondamental pour nous et il s'inscrit dans la continuité des deux autres. Comment penser autrement le rôle du visiteur? Dans la dynamique aujourd'hui lancée par de nombreux musées et qui a été très bien présentée ce matin, comment favoriser le dialogue, la co-construction, mais plus largement l'implication des visiteurs, voire des non-visiteurs. Ici, vous pouvez voir quelques exemples d'expérimentation. Ça fait depuis à peu près les années 2000 où on a utilisé différents supports. On a fait un premier forum participatif sur Internet dans l'expo sur l'avenir d'un petit scarabée protégé, menacé par une autoroute. On a mis en place des dispositifs participatifs aussi au Musée de l'Homme. Et on a quand même un axe qui est assez fort au muséum, qui sont les sciences participatives, pour lesquelles le muséum est à l'avant-garde, qui pour nous est un champ d'expérimentation extraordinaire pour proposer un autre rôle aux visiteurs et aux citoyens, non seulement sur les questions de diffusion, mais également sur les questions de recherche. Et plus largement, mais je ne vais pas rentrer en détail, on a déployé de nombreuses actions pour permettre une appropriation du musée par un public non acquis, à la manière des exemples qui ont été présentés ce matin sur le Louvre et le travail hors les murs, les actions hors les murs, aller vers les publics, ou également le travail mené par la Fondation Zinzou, puisqu'on est également en train de développer un petit bus pédagogique justement pour aller à la rencontre des publics qui ne viendront pas spontanément sur nos lieux. Surtout qu'on a une répartition, vous l'avez vu, sur l'ensemble de la France. Pour conclure, nous n'avons peut-être pas assez parlé d'émotion comme marchepied vers la connaissance, vers le patrimoine, mais l'émotion est tellement individuelle. Elle peut résider pour certains dans l'usage des sens, pour d'autres dans la contemplation esthétique, pour certains dans le partage collectif d'un moment. Si la définition de l'ICOM du musée parle d'une certaine expérience de visite au musée où l'on expose, on transmet un patrimoine à des fins d'éducation et de délectation, là je vous cite la définition de l'ICOM, il n'y est nullement encore question d'émotion, d'expérience collective, de dialogue. Et ça a peut-être changé. Et pourtant, cela fait plusieurs décennies que nous, institutions, bricolons avec une panoplie de dispositifs pour tenter de faire venir dans nos lieux une pluralité de publics en constante évolution. Mais soyons humbles. Comme le dit, alors je vais essayer de bien le prononcer pour les Hollandais qui sont dans la salle, comme le dit Hein Riedak, qui est l'ancien directeur du Wereldmuseum, les musées sont le reflet de notre vision du monde, des valeurs et des normes que nous reportons sur les sociétés et les cultures. Alors, comment distinguer un effet de mode d'une vraie évolution? Et que faire alors de nos fondamentaux? Nos institutions, pour moi, resteront des espaces de récit et de mise en valeur des collections. Le plaisir de se faire raconter des histoires reste un universel dans nos sociétés. La délectation de l'objet, un pilier. Et l'émotion, au-delà des nouveaux outils qui nous sont offerts,
passe toujours par la mise en scène de l'espace du musée. Ici, on a l'exemple de la Grande Galerie qui a plus de 20 ans et qui n'a pas pris une ride en termes d'aménagement de l'espace. Et à votre gauche, la Galerie de l'Homme qui, par la qualité de sa rénovation architecturale, est assez intéressant. Et je dirais même la rénovation architecturale, sûrement, restera bien plus longtemps que la muséographie qu'on a pu imaginer dans ces lieux. Donc l'écrin et la mise en scène de l'objet restent des fondamentaux. Mais également la médiation humaine qui participe pleinement à l'identification du musée comme espace d'échange et de dialogue. Là, on voit des robots apparaître pour faire la médiation dans les musées. Je pense que vous avez tous vu ça. Voilà, ça pose question, c'est intéressant. Voilà. Mais la médiation rencontrée, c'est absolument pour moi fondamental si on souhaite surtout s'adresser à un public non familier des musées. Peut-être qu'un robot, ça marchera mieux, on va voir. Hein. Pour conclure, défricher des nouvelles orientations pour aller vers de nouveaux publics, émouvoir, impliquer, co-construire, ouvrir, oser le dialogue est l'une des pistes nous obligeant à sortir des chemins établis. Et de la même manière que nous cherchons à bousculer, modifier les représentations de nos visiteurs sur lui-même, l'autre, la société, l'histoire, sa relation à l'environnement, par effet de miroir, élargir notre spectre, chercher de nouveaux publics et surtout ce non acquis, nous oblige ainsi à continuer à faire évoluer nos pratiques et à repenser le rôle et la place de nos institutions dans la société. Même, pour conclure, si nous n'en sommes toujours qu'un reflet, comme le dit Heinz Redak. Je vous remercie de votre attention.